Bienvenue chez moi. Alors, je vais aujourd'hui présenter en un quart d'heure à peu près une réflexion que j'ai menée dans mon ouvrage Le miroir des peuples. C'est une réflexion qui, comme l'indique le titre de la vidéo, mêle étroitement la manière dont on appréhende le sport et la manière dont doit être régie une communauté politique. De manière générale, dans mon bouquin, je me suis penché sur les paradoxes de la société libérale qui nous poussent à appeler régime politique ce qui est en fait un régime marchand. En nous comportant non pas comme des citoyens plus ou moins investis, mais comme une masse de consommateurs indistincts, nous dénions toute légitimité à des principes ou à des valeurs en politique. Cette absence de principes et de valeurs nivelle l'exigence nationale par le bas, aussi bien pour les consommateurs que nous sommes, que pour nos représentants politiques qui sont alors nos marchands de rêve. C'est donc la logique du marché qui prédomine en politique comme ailleurs. Cette logique veut que pour s'adresser au plus grand nombre possible et en tirer profit, il convient d'abaisser le niveau d'exigence requis du public. Seul principe qui prévaut, chacun ses goûts et ses opinions. Et comme nos hommes politiques sont payés pour y répondre au mieux, ils ont tout intérêt à ce que nous soyons le moins exigeants possible, peu conscients de certaines choses et, bien sûr, totalement passifs. Dans un régime marchand, on a le souci du rendement, donc de l'efficience, donc de l'effort, modulé par l'idée de rendement. Pourquoi diable, dans ce cas, s'embêter à produire de la quantité quand on sait que l'on peut gagner plus avec beaucoup moins d'efforts ? Pourquoi, par exemple, publier des livres qui font réfléchir quand on sait que les rares gens qui lisent encore le font pour se divertir? Est-ce du masochisme? Tout dépend de ce que l'on vise. Le savoir ou le divertissement du côté du consommateur, l'humanisme ou l'argent pour ce qui est du producteur, entre guillemets. Et tout ceci m'a amené à me demander s'il y avait un seul domaine dans la vie en société où l'excellence pouvait être vraiment plébiscitée, c'est-à-dire où qualité et quantité pouvaient se rencontrer objectivement, au-delà des simples questions de goût. Et en cherchant bien, j'en ai trouvé un seul domaine dans ce cas, c'est le sport. Et après être passé de l'économie au sport, je suis repassé du sport à la politique en analysant les raisons pour lesquelles le sport a beaucoup à nous apprendre politiquement. Et pour ce faire, je me suis appuyé sur la contribution du sport relativement aux 3 pieds d'appui de la politique, qui sont premièrement l'individu, deuxièmement la communauté, et troisièmement la tension entre individu et communauté. Alors premièrement, l'individu. Ceux qui pratiquent un sport sont peut-être les mieux placés pour l'admettre, mais tout le monde sait dans le fond que faire du sport, c'est avant tout et d'abord un accomplissement de soi. C'est parvenir à exploiter au mieux ce qui est biologiquement meilleur en soi par la pratique la mieux appropriée qui soit. C'est une nature plus une culture. Il y a une dimension esthétique dans le sport, en particulier dans le sport de haut niveau, à partir du moment où un individu parvient à faire d'une activité sportive une
seconde nature. Pour cela, il faut que les règles en vigueur reconnaissent la diversité humaine et donc permettent l'expression de tous les talents. Et c'est cela qui a fait émerger tant de champions dans des sports différents de par le monde. Par ailleurs, sans même se focaliser sur le sport en compétition, le principe de base est bien connu de celles et ceux qui aiment l'effort physique. Le premier concurrent du sportif, c'est lui-même. C'est parce qu'au préalable, il a à cœur de se dépasser lui-même que le sportif peut en venir à se mesurer dans un second temps à ses semblables. Mais en définitive, individuellement, le sportif est comme subjugué par le besoin de mettre en acte ce qui est en lui en puissance. De mettre en acte ce qui est en lui en puissance et donc de s'accomplir physiquement. Deuxièmement, la communauté. La communauté à laquelle appartient un sportif notoire se sent généralement fiers de cela, fiers de lui. Il n'y a aucune honte à cela et ça permet de temps en temps de donner libre cours à des élans collectifs. La performance d'un champion peut être suffisamment éclatante pour que chacun, à son niveau, se sente investi d'une petite part du mérite nécessaire à cette performance. Le champion n'agit plus en son seul nom, il rehausse la nation tout entière. D'où l'emploi qui est fait dans les grandes occasions des couleurs et des hymnes nationaux. Il est d'ailleurs remarquable que les manifestations sportives soient devenues les rares moments d'exutoire du sentiment d'appartenance. Et c'est bien dommage. En France, hors des stades, il est en effet très rare de voir d'un bon œil toute exaltation patriotique. Quoi qu'il en soit, le sentiment d'appartenance est non seulement bienvenu, mais nécessaire à la cohésion sociale. Le sport permet, de temps en temps, de resserrer les liens, de provoquer une saine émulation et une communion des affects. Une communion des affects, voire de tirer tout un pays vers le haut. Ça arrive. À condition toutefois de ménager la dernière composante. La dernière composante, c'est le lien entre individu et communauté. Et ce lien, quel est-il? C'est la juste rétribution des talents et des contributions. La vertu de justice est en quelque sorte le sas de décompression à double sens entre l'individu et la communauté. C'est un outil formidable, à la fois pour répondre à la construction de soi, mais aussi pour promouvoir le sentiment d'appartenance. Et bien entendu, le bien engendré, dans les deux sens, peut se retourner en mal. Du point de vue de l'individu, l'orgueil peut amener le champion en herbe à tricher, à recourir au dopage, par exemple. Du point de vue de la communauté, l'élan collectif peut être le marchepied du, entre guillemets, hooliganisme et de débordements violents entre supporters devenus troupeaux d'abrutis. On relève également des phénomènes de corruption, comme dans n'importe quel domaine, et enfin, l'État, lui-même, n'est pas exempt de reproches lorsqu'il masque son incompétence par ce que les Romains appelaient panem et circenses, le pain et les jeux, aujourd'hui, football et pouvoir d'achat, dans nos sociétés consacrées à 100% au divertissement. Ça fait bientôt 30 vidéos que je vous dis qu'on n'a rien inventé. Mais malgré cela, malgré les supporters dégénérés, malgré le dopage, l'intérêt pour le sport est sans cesse croissant. Et il me semble que ce n'est pas uniquement pour oublier l'enfer du quotidien et faire la fête de temps en temps.
Il me semble que le public pratique, dans le domaine du sport, la tolérance zéro. Contrairement à un homme politique, lorsqu'un sportif est pris à tricher, et il y a des exemples fameux, il est condamné. Je veux dire par là que plus jamais on ne lui accordera du crédit car il a usurpé le statut de héros national. Il a de lui-même sali son propre nom, désacralisé tous ses efforts et ne mérite à vie qu'un oubli général. De même, lorsqu'une compétition ne semble pas avoir été remportée à la loyale, par exemple, lorsqu'une main nous offre la victoire au football, ça s'est vu, cette victoire n'est pas considérée comme telle. Elle a un goût amer, et même si certains ahuris y voient la main de Dieu, chacun sait que l'on finit toujours par se la reprendre dans la gueule. Bien mal acquis, juste retour des choses, logique froide. Voilà pour le lien individu-communauté dans un sens. L'individu doit la probité à la communauté. Et dans l'autre sens, la communauté doit à l'individu de la reconnaissance, la confirmation de son mérite, de son courage, de sa singularité. L'équité doit primer, pas d'égalité dans le sport. Si l'indistinction prévalait dans le sport comme en politique, le sport n'aurait plus aucun intérêt. Si on devait y jouer la même comédie pour faire plaisir à tout le monde, les spectateurs se désintéresseraient autant du sport que de la politique, tout simplement. En définitive, le sport reflète l'accomplissement de soi, il sanctionne la communion des affects et il pousse ceux qui s'y intéressent à la juste reconnaissance des talents. Le sport est éminemment politique. Alors comment expliquer le succès grandissant qu'il rencontre, inversement proportionnel à celui de la politique? Eh bien peut-être que le sport est devenu l'ultime refuge de valeurs abandonnées. Je vous remercie, à très bientôt.